Bonjour à tous, nous voici à l'Institut Saint-Boniface. On va s'intéresser aux fresques du local scout où qu'Hergé a fréquenté quand il était jeune homme, adolescent. On est en compagnie de Thierry Scaillet. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici à Saint-Boniface. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc je suis un ancien du collège de Saint-Boniface où j'ai fait mes études de latin et grec. Et après j'ai fait des études d'historien et je suis actuellement donc, archiviste à l'Université catholique de Louvain, en charge de fonds d'archives utilisés par différents chercheurs à travers le monde. Et donc tu es un des spécialistes, si ce n'est le spécialiste du scoutisme en Belgique, le scoutisme mondial même, c'est un domaine que tu connais très bien. Alors mondial je dirais pas, mais pour la Belgique, clairement je suis un des spécialistes, dans la mesure où j'ai consacré mon mémoire de fin d'études donc à la Fédération des scouts catholiques. Et puis je suis resté impliqué assez fortement dans le scoutisme au travers du Centre historique belge du scoutisme. Donc c'est un musée donc, consacré à l'histoire du scoutisme et du guidisme en Belgique, qui est établi également ici à Saint-Boniface. Et donc là, ça fait 30 ans que j'y suis conservateur, donc je peux dire que je maîtrise un peu le domaine du scoutisme comme du guidisme. Extra, donc tu es la bonne personne pour nous servir de guide aujourd'hui pour découvrir ce local scout qu'Hergé a décoré. Oui, avec, tout à fait. Avec ses scouts, avec sa patrouille, avec d'autres. Donc je rappelle, l'Institut Saint-Boniface, nous sommes dans la commune d'Ixelles, à Bruxelles. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le lieu où on se trouve ici? Donc le local n'est pas là, on va y aller, mais ici on est où? Qu'est-ce qu'on peut voir? La caractéristique du Saint-Boniface, c'est que l'école en fait, occupe pratiquement tout le pavé, donc tout un carré, donc, sachant que le bâtiment principal, c'est ce bâtiment-ci que l'on peut voir, qui existe depuis très longtemps, puisqu'il a été construit en 1850. Et au départ, c'était donc un hospice pour enfants valétudinaires, tenu par des religieuses. Tu peux expliquer? Donc c'est des enfants donc, qui sont plutôt en situation de précarité et qui sont pris en charge justement par les religieuses pour leur donner une éducation et une meilleure santé qu'au moment où ils arrivent dans cette institution. Alors les religieuses vont partir juste avant la Première Guerre mondiale et c'est à ce moment-là que Saint-Boniface va racheter les lieux pour pouvoir s'agrandir, étant donné que le collège était au départ sur la chaussée d'Ixelles, mais dans des bâtiments de plus en plus étroits. Et donc, lorsqu'ils arrivent ici, il faut s'imaginer qu'il n'y avait encore que le bâtiment central, et autour, ce sont des champs ou des jardins. Et donc, l'école va relever le bâtiment d'un étage, et on va construire toute une nouvelle aile, que l'on va découvrir bientôt, où se trouve justement le local scout. C'est un nouveau bâtiment qui avait été créé, relié à l'ancien, et qui permettait de donner accès directement à la chapelle du collège de Saint-Boniface. Avec tout au fond, là, un autre bâtiment qui longe la rue du Viaduc et qui était plutôt destiné aux différentes classes. Alors, dans ce bâtiment-ci, donc la chapelle, il y avait la chapelle en elle-même sur la partie supérieure, mais dans la partie inférieure, on allait trouver plutôt une grande salle des fêtes, avec une petite porte à l'extrémité qui allait donner accès à cette petite maison qui au fait abritait initialement la sacristie, mais uniquement sur la partie supérieure. Okay. En dessous, l'espace était libre et c'est là que la troupe de Saint-Boniface va obtenir son premier local quand l'Institut Saint-Boniface va intégrer ces nouveaux bâtiments le 19 avril 1920. Ok, donc 1920, l'accès à ces locaux. Exactement. Parfait. Donc c'est quand même un passage important chez les scouts pour Georges Remy, pour Hergé, parce que si j'ai bonne mémoire, il disait quand même que dans son enfance, ces années de scoutisme, c'était peut-être la seule chose quelque part qui coloriait un petit peu ses souvenirs. Ah oui, et surtout qu'il lui a permis de découvrir des choses. Mais évidemment, en 1920, il n'est pas encore à Saint-Boniface. Non, il est chez les scouts pluralistes d'Ixelles.
l'école numéro 11. Exactement, sur la place de Londres. Donc c'est là qu'il fait la découverte du scoutisme, donc chez les scouts pluralistes, où notamment on a une tendance à avoir plus facilement recours à l'image de l'Indien, parce que ça rappelle justement la nature, ça donne un petit côté justement d'exploration. Ce qu'on appelle le peau-rougisme. Le peau-rougisme, et qui va avoir son importance puisqu'on va retrouver des traces de ce peau-rougisme dans la décoration de ce local scout. Donc Hergé va fréquenter les scouts pluralistes pendant un temps, je ne sais pas si c'est 1 an, 2 ans, mais quand ses parents l'inscrivent à Saint-Boniface pour qu'il puisse continuer son cycle secondaire, ce qui n'aurait pas été possible, je pense, à l'école numéro 11, qui était une école technique professionnelle. Hein. À un moment donné, voilà, il va être vite pressé de rejoindre la troupe catholique de l'Institut Saint-Boniface. Est-ce que c'est lui qui, quelque part, va un peu amener cette troupe à adopter le peau-rougisme, justement? Parce que chez les scouts catholiques, c'était pas, ça ne matchait pas très bien, ça. Exactement. Alors, c'est un peu plus difficile, enfin un peu plus détaillé, on va dire, puisque donc en fait, Saint-Boniface occupe ses nouveaux locaux à partir de 1920. On sait que donc à l'automne 1920, c'est aussi à ce moment-là qu'Hergé donc intègre Saint-Boniface pour faire sa 5e moderne. Mais à ce moment-là, pendant une année, il va encore rester chez les scouts pluralistes. Sauf que l'année suivante, là par contre, il va être obligé d'intégrer la troupe de l'Institut Saint-Boniface, puisque à partir du moment où la troupe est installée ici, il devient impossible d'appartenir à une troupe extérieure au collège, et d'autant plus si elle n'est pas catholique, mais pluraliste. Puisque la troupe de Saint-Boniface va appartenir à ce qu'on appelle les Belgian Catholic Scouts. Donc c'est une fédération catholique dissidente, essentiellement bruxelloise, et plutôt conservatrice, on va dire ça comme ça, où on insiste beaucoup sur les valeurs chrétiennes. Et donc c'est vrai que là, on va avoir une sorte de confrontation entre lui qui arrive avec ses expériences de peau-rougisme vécues chez les pluralistes, et d'autre part, les valeurs chrétiennes qui sont soutenues à travers le scoutisme catholique, surtout dans une troupe BCS. Mais lui va réussir, enfin il ne sera pas tout seul, hein, mais il va faire partie de ceux qui vont réussir à combiner les deux, à faire en sorte qu'on sache mettre des éléments indianisants, mais toujours en adéquation avec des éléments plutôt chrétiens, pour faire un mariage entre les deux. Donc, et ce qu'on va découvrir notamment dans la décoration locale. La figure de l'Indien, la figure du chevalier, il y a toute une série. Voilà. Tant que c'est compatible avec les valeurs chrétiennes, ça peut passer, quoi. Exactement. On arrive à faire. Et on le voit d'ailleurs dans d'autres choses. Hein. Si on prend un parallélisme, par exemple avec les louveteaux, donc qui s'intéressent aux 8-12 ans. Donc le cadre imaginaire du louvetisme, c'est l'histoire de la jungle avec Mowgli et de Rudyard Kipling. Mais au départ, les catholiques, ça ne leur va pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord s'opposer à ce récit, puis finalement, ils vont se rendre compte que ça ne mène à rien. Ils vont malgré tout l'adopter, mais ils vont le christianiser. Et comment? En reprenant la figure de Saint François et du fameux loup de Gubbio qui a été converti par Saint François. Et donc, le loup de Gubbio va devenir Aquela. En fait, il y a une superposition des deux images, et c'est comme ça que le livre de la jungle sera repris par les scouts catholiques. Les catholiques sont des spécialistes de la récupération. On fait toujours de la récupération. Bon, donc on va pénétrer dans ce local. De nouveau, pour les tatinophiles, c'est un lieu très très particulier, puisque Hergé a quel âge lorsqu'il se retrouve scout à Saint-Boniface, et lorsqu'on lui demande avec sa troupe de rafraîchir et redécorer ce local? 15-16 ans? Alors, il a 15 ans, donc ici on est en 1922, donc ça fait 1 an qu'il est scout à Saint-Boniface. Au mois de février, pour la première fois, il a publié un dessin dans la revue du collège, le Jamais assez. Et puis 2 mois plus tard, il va publier pour la première fois un dessin dans la revue Le Boy Scout, qui est la revue officielle des Belgian Catholic Scouts. C'est quelque part, c'est son premier dessin dans une revue fort diffusée, officielle. À 2000 exemplaires, plus ou moins.
et où il ne signe pas encore Hergé, ça sera seulement en décembre 1924. Pour l'instant, il signe encore G. Remy, ou avec parfois Saint-Boniface à la fin. Mais donc c'est encore un jeune scout, mais qui est déjà reconnu dans son talent artistique et qui est de plus en plus sollicité pour faire justement de la décoration. Puisque donc après ces 2 premières expériences, donc de février 22 et de avril-mai 1922, il va aussi découvrir ses premiers camps scouts au cours de l'été justement 1922, en août-septembre. D'abord avec un camp à Botassar, qu'on peut voir sur la carte qui est tout au fond du local. Et ensuite son premier camp à l'étranger en partant dans les Dolomites. Et c'est à la suite de ses vacances, donc au début de l'automne 1922, que son master va lui demander d'imaginer redécorer l'ensemble du local, qui avait déjà été décoré une première fois, donc au moment où ils se sont installés ici en 1920, mais qui apparemment était considéré comme un peu désuet, et donc on voulait rénover la décoration, que ça soit plus adapté donc, aux jeunes qui sont à ce moment-là en place. Et il avait des consignes très précises, même au niveau des couleurs. Il n'a pas tout imaginé. On lui avait dit, voilà, il faut créer des pochoirs, il faut telle couleur, du vert, il faut du jaune. Il y avait cette idée un peu peps, mais on lui a demandé, ça c'était une commande. Alors, on lui fait la commande. Et lui, donc, il est à la tête de sa patrouille, des loups à ce moment-là, avec 4 scouts. Mais on peut imaginer que c'est lui quand même qui a pris les décisions de l'ensemble de ce qui serait fait. Alors c'est vrai que dans le choix des couleurs, ce n'est pas anodin. On a du vert, on a du jaune, ce sont les couleurs du scoutisme, donc on peut comprendre ce choix. Au niveau donc, décoratif, il va aussi donc, travailler sur la création de pochoirs, on va pouvoir détailler un peu après. Mais des pochoirs donc, qui vont être évidemment réalisés après, mis en place avec ses scouts. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire ce pochoir-là, c'est Hergé, celui-là, c'est son autre scout, mais donc lui fait les pochoirs et après, à 5, ils vont commencer à faire cette décoration. Donc la commande, Hergé se retrouve dans ce local. Alors il ressemblait à quoi ce local avant? Parce que ici, si on se réfère à cet ouvrage que tu connais, oui, bien sûr, on va le montrer. Voilà. Ici, on a une photo de ce à quoi ressemblait le local avant. Donc, le local de la troupe de l'Institut Saint-Boniface en janvier 22. 2 longues frises de croix de Jérusalem, fleurs de lysée, donc fleurs de lys ornent les murs. Au fond à droite, une porte donne accès à la salle des fêtes du collège. Donc, on va voir ça. Donc ça, c'est la première décoration. Alors c'est vrai que lui va venir proposer une décoration qui va se superposer sur celle-ci. Il en subsiste quelques traces. On peut regarder sur le mur, là on voit qu'il y a encore une vieille ligne rouge. Et si on regarde bien, on voit le bas de ces croix de Jérusalem fleur de lysée avec la fleur de lys qui était même encore en bleu à ce moment-là. Et donc ça, il ne va pas l'effacer, il va juste peindre au-dessus. Mais il va garder cette idée qu'on crée des pochoirs pour créer 2 frises, une au plafond, on va la détailler après, une à hauteur de taille. Ça, c'est donc une décoration fixe, mais après avec l'idée que sur les murs, peints ici notamment en vert, on va rajouter après une décoration propre au scout du moment. Donc, ça va être soit une photo, soit des dessins, soit des maquettes, etc. Donc les pochoirs, c'est vraiment la décoration fixe du mur, mais après il faut s'imaginer que c'était évidemment beaucoup plus riche, beaucoup plus en fonction évidemment de l'ambiance du moment, des desiderata des scouts. Oui, ici finalement c'est assez vide, assez nu. Ça paraît comme ça, voilà, assez nu. Mais alors évidemment, il y a des éléments qui ont disparu. Donc ici sur le mur, on peut imaginer qu'il existait une fausse cheminée, mais dont aujourd'hui donc le haut a disparu, de même que les parties latérales. Seuls subsistent en mauvais état les pavés donc centraux, où on va retrouver d'ailleurs des éléments scouts. Donc les pavés jaunes avec une croix latine, les pavés verts avec une fleur de lys jaune. Donc on retrouve les notions donc, du jaune et du vert comme couleur du scoutisme, et le rappel évidemment d'un scoutisme chrétien plutôt ici à Saint-Boniface, et le rappel du scoutisme à travers le lys choisi par Baden-Powell. Donc Hergé arrive ici avec sa patrouille. Il va concevoir les fameux pochoirs. Oui. Bon. Et puis, ils vont placer. Quelle est la signification finalement de ces dessins? Donc on voit des Indiens, des peaux rouges, des scouts. On en voit ici vertical
sur une corde. Oui, oui, oui. Hein, donc, je ne sais pas quel nom on peut donner à ça. Des cordées. Voilà. En fait, ce sont des scouts en action, donc qui tirent ou qui montent à la corde. Alors, il y a quand même, donc si c'est des éléments fixes, ils vont quand même structurer l'ensemble du local. Ils vont donner quand même une logique à l'ensemble. Il faut s'imaginer que la porte d'origine du local, c'est celle-ci. Donc, on rentrait dans le local par ici. Et donc, la première chose que le scout découvrait en entrant, il voyait donc la fausse cheminée. Et s'il suivait du regard la frise des Indiens et des scouts qui sont en stalking au niveau du plafond, il était amené donc à regarder vers le fond du local où se trouvait la carte géographique reprenant l'ensemble des camps scouts. C'est ça, ils convergent tous vers le fond. Vers la carte, oui, vers le fond. Ouais. Alors par contre, à mi-hauteur, on voit que les chevaliers vont dans l'autre sens, Oui. et eux finalement donnent donc le sens de lecture de la ligne de morse que l'on peut distinguer juste en dessous des scouts et des Indiens en train de faire du stalking. Du coup, dis-nous, qu'est-ce qui est écrit en morse? Et alors là justement, donc, la lecture commence du fond du local en s'orientant vers la porte. Et donc là, sur ce mur-ci, on a l'indication « La troupe scout de Saint-Boniface fut créée le 20 décembre 1918 à la chaussée d'Ixelles ». Au-dessus de l'autre versant, là on a, mais c'est caché par un câble électrique aujourd'hui, René Weyerberg fut son premier master. Et après, sur le dernier mur, au-dessus de la porte, l'abbé Elzen fut son premier directeur prêtre. Donc directeur prêtre, on dirait aujourd'hui aumônier. Mais c'était l'époque où on disait un directeur prêtre. C'est celui qui emmenait la troupe en voyage. En voyage. C'était le grand voyageur. Exactement, et qui va même on va en parler. encourager donc leur voyage en leur offrant un car Minerva en 1925, ce qui n'était quand même pas rien. Donc, alors, avant de parler justement des camps, et des sorties, et des voyages de l'unité de la troupe Saint-Boniface, un petit mot sur la symbolique finalement de ces personnages, tant des Indiens que des Sioux et des chevaliers. Pourquoi avoir choisi des chevaliers? Alors, c'est là qu'on voit vraiment le mariage des deux influences d'Hergé, donc à la fois son passage chez les scouts pluralistes et son intégration dans un scoutisme catholique. C'est-à-dire que le côté pérougisme va être représenté évidemment par le scout et l'Indien qui le suit et qui sont dans une activité de stalking, donc d'exploration, et qui en plus se dirigent vers la carte géographique des camps qui se trouve au fond. Et là aussi, ce qui est intéressant d'observer, c'est que les camps ont été symbolisés par des tipis. Donc, on voit bien que là, l'objectif, c'est de souligner le côté naturel, exploration, aventure, que le scoutisme offre à ces jeunes des années 20 et qui n'étaient pas du tout habitués à ça. On se prend pour des hommes. On va voir ce qui va rester de vous après 30 km de marche. Sur le Causse, en plein cagnard, avec tout le barda, sans manger ni boire. Vous avez cru que vous pouviez tout vous permettre. Je vais vous montrer, bande de petits cons. C'est un chef que vous voulez, vous l'avez trouvé. En contrepartie, la frise des chevaliers va rappeler le côté des valeurs chrétiennes, et surtout aussi les croix de Jérusalem, fleurs d'Élysée, va rappeler le côté donc, des valeurs chrétiennes qui sont défendues par le scoutisme catholique. Et donc là, on voit ce mariage entre ces deux modèles imaginaires, mais qui ici se combinent assez bien. Alors, autre élément que l'on peut observer, mais qui là sont plus des motifs d'action, ce sont donc ces scouts qui tirent à la corde ou qui montent le long des portes. Donc ça, évidemment, c'est plus montrer l'activité finalement du scout. Oui, parce que les activités physiques, le sport, ça prenait une grande place finalement dans les activités de la troupe. Ah oui, tout à fait. Et c'était même poussé ici à Saint-Boniface de manière très forte, suivant l'idée du mens sana in corpore sano, donc un homme sain dans un corps sain. Donc ici à Saint-Boniface même, ça allait très loin puisque l'idée c'était deviens scout qu'un bon élève. Il fallait d'abord être bon élève et puis on pouvait devenir scout, où là on développait encore ses capacités physiques à travers les activités menées par les scouts. On n'était pas scout que une ou deux fois semaine lors des activités, c'était dans la vie quotidienne. Il y avait toute une série d'actions. Oui, c'est ça. Et ça permettait évidemment aussi au collège de, entre guillemets, contrôler le scout pendant la semaine avec les cours et pendant le week-end à travers les activités des scouts. Et pendant les camps, c'était aussi assez spartiate. En matière de discipline, on se levait à 6 h du matin et c'était pas le confort aujourd'hui des Airbnb.
Non, exactement. Et toujours évidemment sous le contrôle de l'aumônier qui les accompagne pour surveiller tout ce qui se passe. Alors, ça vous plaît ici? C'est chouette, hein? Ah, et c'est là que j'ai découvert la foi. Ah, qui sait, ça peut peut-être vous arriver. Ah, dites-moi les enfants, je pars demain matin. Je n'ai pas que vous. J'ai la 6e au camp de la Vanoise et la 7e en Corse. Alors, avant mon départ, si certains désirent se confesser, n'est-ce pas? Je les attends. Alors, on parlera aussi dans le pourougisme, il y a cette fameuse étape, cérémonie de la totémisation. Oui. On va en parler maintenant. On sait que Hergé, son totem, c'était renard curieux. Exactement. Est-ce qu'il a reçu ce totem lors d'une cérémonie avec ses pairs et ses camarades, ou est-ce que ce serait une fête scolaire, quelque chose, il se serait auto-attribué ce nom-là? Alors, toi, tu dois le savoir. Exactement. Donc au départ, la totémisation telle que nous la connaissons aujourd'hui, et où les pères jouent un rôle important, dans les années 20, ça ne fonctionne pas encore comme ça. C'est-à-dire que là, de nouveau, au niveau des scouts catholiques, on se rend bien compte que le fait de porter un totem et un cali, ça match avec les scouts. Et donc, beaucoup de chefs, après avoir souvent été réticents, vont eux-mêmes adopter un totem. Souvent, évidemment, c'est eux qui le choisissent eux-mêmes, mais avec une acceptation du groupe qui reconnaissent « Ah oui, ça te représente bien ». Mais donc, ce n'est pas un totem que l'on reçoit, c'est un totem que l'on choisit soi-même. Et dans le cas d'Hergé, donc avec Renard Curieux, ça correspond au moment justement où ce local va être inauguré. Puisque donc nous sommes, la commande de la nouvelle décoration commence à l'automne 1922, mais le local est officiellement inauguré en mars 1923, lors de l'organisation d'une grande fête, où il y a donc un spectacle organisé sur le thème du pourougisme. Et parmi les acteurs, on retrouve Hergé, qui porte à ce moment-là le nom de Renard Curieux. Et ça va lui rester comme totem, mais un totem choisi. Mais oui. Et c'est vrai qu'on pouvait se choisir un totem et un cali, parfois même un cali à acquérir. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, on pouvait aussi dire tu dois te fixer un objectif, une petite chose que tu peux améliorer, quelque chose vers lequel tu veux tendre. Ça reste toujours très positif en tout cas. Donc, on est sur cette carte avec les camps, les sorties. Donc, on l'a dit, hein, l'aumônier, l'abbé Elsen, était investi dans un bus. Papa, peut-être qu'on pourra réparer sur place. Ça a juste chauffé un peu. Chauffer un peu. Nom de Dieu. Dans un bus, effectivement. Bon. Alors au départ, pas initialement. Donc au départ, les scouts ont beaucoup fait de voyages donc, à pied ou en train, en tirant toutes leurs affaires dans des charrettes en bois. Mais en 1925, l'abbé Elsen, qui était issu d'une famille plutôt aisée, va offrir à la troupe de Saint-Boniface un car qui va permettre évidemment de faire des voyages beaucoup plus lointains et notamment, donc, on ne le voit pas sur la liste ici, mais notamment un voyage à Rome en 1925 en partant depuis la Belgique. Et ce car en fait va être utilisé surtout par les routiers, mais également par les scouts de Saint-Boniface pendant une dizaine d'années. Et ils vont donc aller vraiment un peu partout. Donc en Angleterre, on a des photos où on voit d'ailleurs le car qui est soulevé et mis sur un bateau pour pouvoir être utilisé là-bas. Et ils vont pouvoir comme ça sillonner l'ensemble de l'Europe pour faire des voyages beaucoup plus lointains et qui vont marquer évidemment ces jeunes qui donc découvrent vraiment l'Europe, mais à une époque où on ne voyage pas comme aujourd'hui. Pour un oui ou pour un non, on saute dans un vol Ryanair ou du Vueling. C'était pas comme ça à l'époque. C'était un autre périple. Hein. Mais du coup, si ces voyages-là, ces camps-là, Hergé n'y participe pas, c'est vraiment 1922, Botassin, les Dolomites, tu en as parlé. La liste n'a pas été tenue à jour, donc on peut supposer que ce local-là n'a pas été utilisé très très longtemps.
Exactement. Et au fait, ça, ce sont des éléments qui ont permis de faire la datation, notamment du local. C'est-à-dire, on voit bien que le dernier camp qui a été indiqué, c'est le dolomite, qui correspond juste à la veille de la commande de ce local. Autre élément qui est intéressant, c'est par exemple ces logos qui représentent la fédération de l'époque. On voit donc c'est un rond noir avec une fleur de lys jaune sur une croix latine rouge. Donc on retrouve les couleurs de la Belgique, puisqu'on est encore dans une période fort, je veux dire, fière, nationaliste, puisqu'on sort de la Première Guerre mondiale. Et on sait par exemple que cet insigne va être utilisé jusqu'en janvier 23. Puis après, on va revenir à un logo plus simple, c'est-à-dire juste la croix latine rouge et une fleur de lys encore jaune, mais qui va progressivement devenir blanche. Et donc ça, c'est un autre élément qui permettait de savoir quand exactement ce local a été décoré. Mais par contre, c'est vrai que ce local va être utilisé à peine pendant 2 années. Puis très vite, on va devoir trouver un autre local pour la troupe Saint-Boniface, dans la mesure où le nombre de scouts continue à augmenter. Il faut un local plus grand. Et il faut un local plus grand. Et donc, la troupe va trouver un local du côté de la rue du Viaduc. Et cet espace-ci, après 2 ans, va être abandonné. Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on va le convertir, ça va devenir le garage du fameux car Minerva. Et puis, au fil des années, il va être transformé en débarras, notamment pour tous les Legos, les échelles, le matériel du collège. Et donc, personne ne va avoir l'idée de redécorer ces murs puisque ça ne sert qu'à conserver du matériel. Et tout va rester figé jusqu'en 2007, au moment où on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces dessins, et qu'une enquête va être lancée pour finalement découvrir qu'on a affaire ici à des dessins, à une œuvre de jeunesse vraiment d'Hergé. C'est providentiel, parce que tu nous disais tout à En l'heure… fait, c'est providentiel sous 2 aspects. Oui. Si on oublie Hergé et qu'on considère juste le local, c'est le seul local scout en Belgique connu à ce jour qui a conservé sa décoration de 1922, donc il y a plus d'un siècle. Tout simplement parce qu'un local, c'est un lieu qui vit avec les générations qui se succèdent. Et donc souvent, tous les 3, 4, 5 ans, on repeint et on remet une décoration qui correspond mieux à l'ambiance du moment. Sauf qu'ici, ça n'a pas été nécessaire puisque le local a été utilisé comme débarras et ainsi de suite. Et le deuxième aspect, c'est le fait qu'on a une œuvre de jeunesse vraiment d'Hergé. Donc, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'avait à peine que 15 ans. On sait que c'est lui qui fait les pochoirs, parce qu'on a même un témoignage oral de la personne qui a participé avec lui à mettre en place ces différents pochoirs. Ce qui fait vraiment ici une œuvre vraiment essentielle du début de sa carrière, puisque même dans les pochoirs qui ont été faits avec les chevaliers, oui. On va retrouver donc, dans des dessins publiés quelques temps après, donc en 1924, on va retrouver vraiment une similitude très forte entre ce qu'il a fait ici sur les murs et ce qu'il a publié après dans la revue Le Boy Scout. Alors évidemment, comme c'est une œuvre collective et comme les murs ont quand même subi quelques détériorations, on n'a jamais trouvé de signature sur le bas d'un mur. Donc ici, je veux dire, la certitude vient surtout du fait qu'on a retrouvé un témoignage oral d'une personne qui a participé à cette réalisation. Et c'est surtout aussi par rapport aux éléments de datation, de ce qu'on peut observer sur les murs, et la comparaison entre ce qu'il a publié comme premier dessin et ce que l'on peut voir également sur ces murs-ci. Et du coup, ce local, qui a déjà plus d'un siècle, mais il y en avait un deuxième qui aurait aussi été décoré par la patrouille d'Hergé. Alors oui, donc en 1925, donc, quand la troupe va abandonner ce local-ci, c'est pour intégrer un autre local où là aussi on va demander à Hergé de faire une décoration à hauteur du plafond. Ça c'est une décoration mise au point donc, à Bastogne, mais qui n'existe pas non plus aujourd'hui. Et on sait que les scouts de Bastogne étaient venus à Saint-Boniface. Donc ça pourra avoir été ce modèle-là. On imagine que ça aurait pu ressembler à ceci. Voilà, et donc c'est une nouvelle commande qui est faite à Hergé pour le local qui sera occupé par la troupe à partir de mars 1925. Sauf que ce local, il est toujours utilisé aujourd'hui. Et donc, à chaque génération, on a rajouté une couche de peinture. Et en particulier ici, on sait que c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, une époque où la figure d'Hergé est un peu donc remise en question à cause du soir volé, que les chefs de l'époque vont se dire, bon,
On va passer C'est à une vieille ouais. décoration. Il y a cette petite problématique par rapport à l'histoire d'Hergé, et donc on va badigeonner Un petit coup de frais. au-dessus. Et depuis lors, évidemment, il y a peut-être eu 5, 10 ou 15 couches de peinture. La seule chose qu'on sait, c'est où ça se trouvait. Mais aujourd'hui, il faudrait quasiment faire une stratigraphie, donc c'est un travail de fond pour pouvoir essayer de revoir si on ne s'est pas retrouvé ces dessins, cette seconde fresque. Alors, ce qui est très intéressant aussi avec cette seconde fresque, c'est que les témoins de l'époque qui ont pu nous parler de la décoration que nous voyons ici, souvent, donc, ils témoignaient en disant « Ah oui, il y avait dans la décoration des Indiens et des scouts qui étaient en stalking et il y avait des chevaliers. » Mais ils racontaient tout ça en étant dans l'autre local, en étant persuadés que tout ça n'existait plus, alors qu'en réalité, ils ne se trompaient pas, mais les dessins qu'ils décrivaient se trouvaient dans ce local-ci, ils avaient été conservés. C'est génial comme anecdote. Alors, on va revenir ici sur la carte. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est ceci. Alors, je veux bien croire qu'il y a des tipis, mais il a représenté un gigantesque feu de camp. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, l'hypothèse la plus probable, donc, c'est lié à l'utilisation que l'on va faire de l'espace après que ce ne soit plus un local scout. Donc on précise, ce n'est pas Hergé qui a fait ça. Ce n'est pas Hergé qui a fait ça, donc il y avait la carte. La carte, c'est une carte à main levée, hein. Donc c'est possible que ce soit Hergé qui l'ait réalisée. Mais là, évidemment, on doit rester prudent parce qu'on n'a pas une signature. Mais cette trace au milieu, c'est plus lié à l'utilisation du car Minerva, puisque le local, pendant une dizaine d'années, va servir de garage. Sauf que le car Minerva, donc, il est égaré à reculons, et donc son pot d'échappement correspond probablement à la trace que l'on peut voir ici. On a même encore une trace historique de ce car, probablement. Bon. Et pour l'anecdote, on peut même dire qu'après avoir hébergé le car, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce local va même héberger une batterie de DCA. Et là, le collège conserve des photos où on voit la batterie donc, pointée dans la cour avec les louveteaux qui jouent autour. Donc c'est assez impressionnant. Est-ce que depuis 2008, il y a eu d'autres découvertes qui ont été faites dans ce local? Ah, alors, les surprises, il y en a pas tous les jours, mais on peut avoir de bonnes surprises de temps en temps. Et notamment, par rapport à cette porte, on savait que cette porte conduisait directement dans la salle des fêtes. Et donc là, on parlait tout à l'heure de la fête scout, où donc Hergé a adopté le totem de renard curieux. Donc, cette fête se faisait de l'autre côté, et on peut s'imaginer qu'ils sont passés par ici, puisque le vestiaire se faisait dans le local. Et donc, nous avions ici une porte que l'on pensait condamnée. On imaginait qu'il y avait un mur derrière, jusqu'au jour où quelqu'un a eu la bonne idée d'ouvrir la porte et de se rendre compte qu'il y avait quand même un couloir. Donc ici, ce qu'on peut voir sur le mur, c'est que le plâtre donc, est exactement le même que dans le local d'à côté. Donc, on sait que c'est un plâtre d'époque, mais sur lequel on a un dessin qui montre, vu le sérieux et le costume, un élève de profil. Et juste au niveau un peu plus bas que son coude, donc au niveau de son épaule, on voit qu'il y a une date qui correspond à mars 25, le moment où le local scout va être abandonné pour partir sur l'autre. Et en dessous, on a une signature qui n'est pas très nette. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ce ne serait pas un dessin sur lequel serait intervenu Hergé, surtout qu'on voit un autre profil aussi, un peu plus sur le côté. Donc un peu comme un dernier baroud d'honneur avant l'abandon définitif de ce local pour partir sur le nouveau local côté rue du Viaduc. Et pour tenter d'authentifier ce dessin, tu as fait appel à une pointure. Alors Philippe Godin est venu, il a observé et donc effectivement il observait des points de similitude. Maintenant évidemment il faut poursuivre la recherche pour être certain et il faut essayer aussi d'identifier cet élève à partir des photos qui ont été conservées et peut-être qu'on pourra un jour donner un nom à celui-ci. Waouh! Allez, un mystère de plus à Saint-Boniface. Exactement. Donc ce local, redécouvert en 2007 à l'occasion du centenaire du scoutisme. Philippe Godin et toi, vous arrivez ici. Vous faites les découvertes que tu nous as présentées aujourd'hui. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce local dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour préserver ces trésors? Alors aujourd'hui, on est content puisque depuis 2018, l'espace donc est protégé et fait actuellement l'objet
d'un processus d'analyse pour une restauration dans le futur, avec architectes, avec l'intervention d'Urban Bruxelles, de l'IRPA, etc. Mais c'est un aboutissement, c'est-à-dire que dès 2008, on avait eu l'espoir que cela puisse être classé. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, on ne nous a pas toujours vraiment cru, et finalement la situation s'est débloquée 10 ans plus tard, et cette fois-ci vraiment avec conviction, puisque plusieurs intervenants sont déjà venus ici, et il y a vraiment l'idée de vraiment protéger cet espace pour les générations futures, mais tout en le conservant tel qu'il est aujourd'hui. Donc on ne va pas essayer de refaire les fresques telles qu'elles ont été en 1922, mais par contre on va tout stabiliser et recontextualiser l'espace, tout en lui mettant aussi un nouveau plafond par exemple, un meilleur éclairage et des informations qui permettent de comprendre cet espace. Puisque c'est vrai que pour une personne qui entre ici pour la première fois, il pourrait se dire oh, je suis dans une pièce de guerre, et, on s'est battu ici, et donc c'est évidemment lié à l'évolution que tout cet espace a connu pendant 100 ans. Mais désormais, c'est protégé et on va en faire quelque chose de bien. Génial. Eh bien, écoute, un tout grand merci Thierry, vraiment, de nous avoir accueillis et pour toutes les explications que tu as pu nous donner. Moi j'ai passé, je pense, Bara et Rohan aussi, un très bon moment. On fait un saut dans le temps. Super moment, merci beaucoup. Merci à vous et surtout de faire connaître ça à tous ceux qui sont intéressés par l'œuvre d'Hergé, une œuvre de jeunesse. On essaiera de mettre un maximum d'informations en description pour que ceux qui souhaitent en savoir plus et prolonger la découverte, il y a de très beaux documents qui sont disponibles. Eh bien, bonne découverte à tous. Merci.